Alors, c'est bon. Bonjour à tous et Bonjour. bienvenue à ce webinaire. Je vais d'abord vous poser une petite question avant de commencer. Est-ce que vous pourriez nous confirmer que vous nous entendez bien? Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur le chat et ça nous aidera déjà à savoir si le volume est assez fort. Super, merci. Alors, bienvenue. On est super content que vous soyez déjà aussi nombreux à assister à cette présentation. Donc, le thème, effectivement, est « Écoutons nos utilisateurs pour améliorer leur expérience en site ». Et pour faire ce webinaire, on est venu en force aujourd'hui. Je suis effectivement accompagnée de Wilfried Marando. Bonjour à tous. Donc Wilfried, je suis le directeur commercial de Testapic. Donc moi, mon travail, c'est d'accompagner les clients pour les aider à choisir les solutions, les approches qui sont les plus pertinentes dans leurs problématiques de test utilisateur et du X de manière un peu plus générale. Du coup, j'en profite. Si à un moment vous m'entendez pas bien, je parle trop fort, pas assez fort, n'hésitez pas à me le dire aussi dans le chat. Ça, je pourrais adapter. Du coup, je présente un petit peu Testapic rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Testapic, aujourd'hui, on est les leaders en France du test utilisateur à distance. Donc c'est une plateforme en fait qui permet de lancer, d'analyser avec plus ou moins d'autonomie des campagnes de test utilisateur par rapport à des problématiques assez diverses que je vais vous présenter bientôt. Juste un mot rapide sur Testapic. Ce qui est intéressant de garder à l'esprit, c'est que la solution fonctionne aussi grâce à un panel de testeurs qui fait un peu plus de 170 000 personnes aujourd'hui en France et qui a un panel qui a vocation à être représentatif de la population française pour vous permettre de sélectionner un échantillon de testeurs qui matche bien avec votre cible. Donc c'est voilà, quelque chose d'assez important, faire en sorte qu'on ait des utilisateurs qui matchent bien avec votre audience et qui ne soient pas n'importe qui. Voilà, un petit peu pour Testapic. Globalement. Ouais. Côté A/B testing, je pense que vous êtes nombreux déjà à nous connaître, mais sait-on jamais, peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissent pas, donc je vais rapidement faire une repasse de la solution pour vous expliquer pourquoi on est là et ce qu'on fait. Donc moi, je suis CSM, Customer Success Manager chez A/B testing. Je travaille pour un portefeuille de clients et nous les accompagnons et nous vous accompagnons pour mettre en place votre stratégie d'optimisation au global. Ça passe par quoi? Ça passe comme en première étape par la compréhension. On a plusieurs outils qui peuvent vous permettre justement d'apprendre à connaître vos utilisateurs, connaître leurs attentes, mais également leur feedback. Deuxième levier pour A/B testing, c'est aussi le fait de vous permettre de connaître votre audience et d'identifier en fait vos audiences à fort potentiel pour cibler des messages particuliers pour ces audiences-là. Ensuite, troisième étape, l'enjeu est de vous permettre de prendre des décisions et donc de mettre en place des campagnes. On a deux types de campagnes. Des campagnes donc de testing, où ici, on va venir comparer en fait l'original et une variation. Sinon, nous allons procéder à une personnalisation dans le sens où on va venir adresser un message particulier à une audience prédéfinie. Ensuite, quatrième levier en fait de l'outil, c'est vous permettre d'analyser vos campagnes. Donc en fait, nous souhaitons vous mettre à disposition toute la donnée possible pour vous accompagner dans votre prise de décision. Tout ça, en fait, finalement, tous ces outils-là ont vocation à vous permettre de mettre en place une stratégie d'optimisation en continu. Et c'est vraiment l'enjeu même de ce webinaire aujourd'hui, oui. Finalement. C'est vous accompagner en fait à la mise en place de cette stratégie d'optimisation en continu, donc de façon finalement assez cyclique. Donc, si je fais un petit retour sur le thème du webinaire, maintenant qu'on a pu se présenter, le thème est donc « Écoutons nos utilisateurs pour améliorer leur expérience on-site ». D'où nous est venue en fait cette thématique pour commencer 2019. Finalement, c'est assez simple, c'est parce que nous sommes partis de vos challenges et du fait qu'on a conscience de vos challenges. Très simplement, on a conscience que le premier et le plus important pour vous, c'est augmenter votre taux de conversion. Une donnée qui est assez importante, c'est le fait que uniquement 22% des entreprises sont satisfaites de leur taux de conversion. Vous allez me dire, c'est très très rare que moi, côté Customer Success Manager, j'ai un client en face de moi qui me dise qu'il est satisfait de son taux de conversion. C'est quasiment jamais le cas, mais l'idée en fait, c'est de se dire qu'on peut aller chercher plus loin.
Le marché est très concurrentiel, il faut aller chercher au-delà. Deuxième défi, accroître l'engagement utilisateur. C'est très important de vous permettre d'avoir une data qui soit qualifiée. Troisième enjeu, c'est le fait que vous ayez des budgets médias de plus en plus conséquents. Donc, à cause de cela, vous ne pouvez pas vous permettre en fait que ça ne suive pas en termes de business par la suite. Donc, il est nécessaire d'avoir une expérience client qui soit irréprochable. D'où la nécessité d'améliorer l'expérience utilisateur. Quatrième et cinquième, du coup, défi pour vous, dans vos compétences métiers de tous les jours, c'est le fait de devoir prendre les bonnes décisions. Et en fait, pour répondre à l'ensemble de ces défis-là, la solution pour nous, c'est de pouvoir cocher cette case qui est finalement si importante, c'est la satisfaction client. Il n'y a pas, en fait, la seule façon dont vous allez réussir justement à accroître l'ensemble de vos taux de conversion, l'engagement utilisateur, c'est le fait de vous différencier de vos concurrents de par une expérience client qui soit parfaite. On a pu l'observer effectivement, 94% des entreprises déclarent que leur programme d'optimisation a permis d'augmenter la satisfaction client. C'est une preuve, c'est un fait. Et nous, en fait, à travers ce webinaire, on cherche à vous permettre de savoir comment prendre en compte ces insights utilisateurs pour faire en sorte que l'expérience par la suite devienne quelque part parfaite. Pour justement résoudre ce point-là et réussir à mettre en place cette stratégie d'optimisation, on adopte l'approche CRO. Donc, CRO qui est là pour traduire le Conversion Rate Optimization. L'enjeu ici, effectivement, c'est de gagner des points de conversion. L'approche ici, finalement, est relativement simple. Nous allons observer un pain point, un point de friction utilisateur. Et sur ce constat-là, on va formuler des hypothèses. L'hypothèse va se traduire avec la mise en place d'une campagne, donc d'A/B testing ou de personnalisation. Et l'enjeu est de savoir si finalement, à trafic constant, grâce à cette hypothèse, ça nous permet de gagner davantage de ROI. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est plutôt performant et ça se traduit de façon cyclique. Nous pourrons ensuite passer à une autre hypothèse. Et en fait, finalement, l'approche CRO, pour réussir à la mettre en place, ça repose sur la mise en place finalement d'une certaine méthodologie qu'on va essayer de vous présenter dans le cadre de ce webinaire. Donc, l'agenda finalement va être en première partie, comment est-ce qu'on écoute nos utilisateurs. Deuxième étape, une fois qu'on a pu quelque part récupérer toute cette data, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, comment est-ce qu'on formule des hypothèses? Troisième étape, une fois que l'on a l'ensemble de nos hypothèses, nous allons voir comment réussir à vous aider à prioriser. On sait que c'est un très gros sujet pour vous. Et quatrième étape, l'enjeu ici est de vous permettre, in fine, de prendre une décision. Et à la fin, bien sûr, vous pourrez nous poser vos questions, donc n'hésitez pas. Top, merci. Du coup, Margot, tu le disais juste avant, sur la démarche de CRO, la première étape, c'est l'observation. Alors l'observation, aussi l'écoute des utilisateurs. Pourquoi c'est important? Le postulat de départ, qui est assez simple, assez direct, mais qui pourtant est assez structurant, c'est que vous n'êtes pas votre utilisateur final. Vous n'êtes pas votre propre utilisateur. Si vous en doutez, il suffit juste de garder à l'esprit que on n'est pas forcément, vous n'êtes pas représentatif en fait de votre cible, de votre audience, ne serait-ce qu'en termes de genre, d'âge, de milieu de vie, de CSP, d'aisance aussi avec les interfaces digitales. Donc, il n'y a pas forcément, votre opinion n'est pas représentative de ce que pensent vos utilisateurs. Et par ailleurs, point qui est toujours important de rappeler, c'est que vous passez beaucoup de temps sur vos interfaces. Du coup, vous les connaissez bien, parfois par cœur. Vous avez le nez dedans toute la journée. C'est pas nécessairement le cas de vos utilisateurs. On n'a plus le recul, en fait. Exactement. Il n'y a plus le recul nécessaire et c'est justement ce qu'on va aller chercher avec une écoute utilisateur, c'est aller chercher du recul pour être capable notamment de prendre de bonnes décisions et être capable d'aller chercher un petit peu d'objectivité. Donc souvent, j'ai des clients qui me disent oui, alors nous, on est dans une démarche très customer ou user-centric et qui à côté me disent oui, je pense que les utilisateurs ont besoin de telle ou telle information, ont telle ou telle attente. En fait, je leur réponds que déjà, être customer-centric, ça commence par accepter ce postulat que vous n'êtes pas votre utilisateur final.
Donc, je disais il y a un instant, ce qu'on va chercher avec une écoute utilisateur, c'est avant tout à objectiver. On va chercher de l'objectivité, on va chercher des avis utilisateurs pour se détacher un petit peu de toutes les croyances, de toutes les convictions, de toutes les hypothèses qu'il peut y avoir en interne. C'est aussi un outil d'arbitrage en fait assez puissant, au sens où il peut y avoir des débats internes sur des convictions. Tout le monde ne partage pas forcément le même avis. Ce qui est intéressant en écoutant ces utilisateurs, c'est que vous pouvez mettre en fait en place un arbitre assez puissant et assez objectif et sur lequel il est difficile de contester ses décisions, c'est l'utilisateur. Donc en gros, on met l'utilisateur au centre de ses décisions, ça permet d'apporter de l'objectivité et de la rationalité. Au-delà du côté un petit peu binaire, on va dire, du test utilisateur qui permet de gommer des croyances, d'invalider ou de valider des hypothèses, il y a toute une dimension en fait de compréhension que va apporter une écoute utilisateur. C'est pas juste savoir si telle ou telle chose est une bonne ou une mauvaise idée, c'est un petit peu plus global, c'est en fait observer, entendre pour comprendre exactement comment se comporte l'utilisateur sur vos interfaces, notamment en situation réelle d'usage. Donc les questions, voilà, on peut se poser la question, quelle information l'utilisateur va chercher quand il revient en arrière, quelles sont les fonctionnalités qu'il va utiliser pour parvenir à tel ou tel événement, comment il parvient finalement à un objectif qu'on lui a donné. C'est toutes ces questions qui vont permettre de résoudre des tests utilisateurs pour vous apporter une brique quali en fait sur la compréhension du comportement des utilisateurs. Un mot rapide du coup sur, j'espère vous êtes assez convaincu sur le pourquoi il est pertinent d'aller tester, d'aller écouter ces utilisateurs. Un mot rapide sur la manière de collecter ces retours. Alors, il existe beaucoup de manières différentes. C'est pas l'objectif du webinaire de peser le pour et contre de chaque méthode. Alors, il peut exister, vous avez sans doute déjà entendu parler du test en présentiel. Il y a aussi des tests, ce qu'on appelle nous guérilla, qui sont un petit peu des tests Starbucks, où on va chercher 2 ou 3 utilisateurs rapidement pour savoir si on est parti dans la bonne ou mauvaise direction. Voilà. D'un point de vue méthodo, c'est pas forcément idéal. Nous, l'approche qu'on recommande, c'est avant tout du test utilisateur à distance. Pourquoi? Déjà parce que ça permet de mieux comprendre comment les utilisateurs se comportent en situation réelle d'usage, donc chez eux concrètement, et aussi parce que ça permet d'aller apporter des données on va dire abondantes et détaillées pour être capable d'aller qualifier des irritants, des freins ou des incompréhensions. Donc, l'écoute des utilisateurs, c'est aussi ça, c'est le fait de collecter vraiment des données qui vont vous permettre d'apporter aussi de la nuance, pas juste dans une logique de validation des hypothèses, dans une logique un peu plus globale. Il y a 2 types de tests principaux qu'on mène, que je vais vous détailler un petit peu. Globalement, ça dépend aussi de vos problématiques. Quand on est dans une logique d'évaluation de la perception, de la compréhension, de l'appétence vis-à-vis d'une fonctionnalité, nous, on va passer par du questionnaire. On va les poser des questions fermées, ouvertes, à une centaine ou 150 utilisateurs, pour être capable de collecter des statistiques de perception, de compréhension. Quand on est dans une logique d'évaluation plus de la navigabilité, de l'utilisabilité, on va passer par des mécaniques un petit peu différentes. On va enregistrer en fait l'écran d'utilisateur, en même temps qu'on va enregistrer tous les commentaires que lui va formuler à haute voix pendant sa navigation, pour voir un petit peu, spontanément comment il navigue sur l'interface. L'un permet d'avoir plus de quantitatif finalement. Exactement. Savoir si c'est très récurrent comme problème, là où l'autre te permettra d'avoir plus de verbatim. Oui, c'est exactement ça. Alors, c'est quanti, pas au sens analytics, mais plus vraiment quanti, au sens, j'ai besoin d'appuyer mes retours sur un nombre significatif d'utilisateurs. C'est pas parce que j'ai 4 utilisateurs sur 5 qui me disent quelque chose que ça suffit. Donc, nous, ce qu'on préfère, c'est en interroger 100. Si on en a 80 qui nous disent qu'il y a un problème, c'est le même pourcentage que 4 sur 5, mais ça veut pas dire la même chose. En termes de représentativité, c'est un peu plus puissant. Donc un exemple sur la partie questionnaire, donc un hôtelier qui se posait en fait la question, il y a beaucoup de débats en interne sur la page produit, la page hôtel, et savoir pourquoi il y avait en fait si peu d'utilisateurs qui passaient à l'étape suivante, et donc il y avait une partie de l'équipe qui se demandait s'il n'y avait pas trop d'informations, une autre qui se demandait si on n'avait pas si on n'avait pas assez. Donc l'objectif c'était en fait de mettre un petit peu les utilisateurs sur cette page dans le parcours et d'aller leur poser des questions, notamment sur est-ce qu'ils ont suffisamment d'informations pour passer ou non à l'étape suivante, et par ailleurs d'aller leur demander de remplir un petit champ ici, un petit verbatim, qui va apporter une nuance un petit peu quali pour expliquer les raisons de leur choix.
Donc la question, enfin de manière assez transparente qu'on leur avait posée, c'est à ce stade, avez-vous toutes les informations pour procéder à la réservation? Et sur 100 utilisateurs, on en avait 36 qui nous ont répondu non. C'est assez significatif quand même, 36%. Donc déjà, ça permet de savoir que le problème se situe notamment sur le nombre d'informations et les éléments de réassurance qu'on met à disposition des utilisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que le verbatim qu'on leur laisse aussi à disposition nous permet de préciser un petit peu de quoi en fait finalement ils auraient eu besoin. On a des utilisateurs qui nous ont dit là, on demande tout de suite de payer en ligne, mais j'aurais bien aimé savoir s'il était possible de payer sur place. D'autres qui nous ont dit, bah, là c'est intéressant, mais je n'ai pas les horaires de check-out, de check-in, donc ça me manque. Un autre qui nous a dit, en fait, il avait besoin d'avoir plus facilement accès aux autres avis, aux avis d'autres voyageurs pour finaliser sa réservation. Voilà, donc l'idée c'est d'aller toujours conjuguer une dimension un petit peu quanti, une dimension un petit peu quali. Rapidement, un autre exemple qu'on avait collecté dans le cadre d'un test auprès d'un opérateur mobile qui sortait une nouvelle offre où là, en fait, il souhaitait évaluer la compréhension et la perception, notamment du prix, en fait, qui était mis à disposition des utilisateurs. Donc, moins dans une logique purement ergo, mais aussi dans une logique un petit peu de compréhension vis-à-vis de la mécanique de pricing de l'offre. Et en fait, donc, on a demandé aux utilisateurs sur cette page de qualifier avec plusieurs adjectifs leur perception de cette offre, et on en avait à peu près 30% qui nous ont dit que c'était peu compréhensible. Donc, quand tu as 30% d'utilisateurs qui disent que c'est peu compréhensible, voilà, peut-être qu'il faut revoir un petit peu sa copie. Et par ailleurs, les verbatim testeurs permettent d'orienter un petit peu les correctifs et de savoir dans quelle direction il faut partir pour corriger la copie. Donc là, un exemple, on avait quelqu'un qui nous a dit qu'il y avait trop de chiffres en fait sur la page, qui s'y perdait un petit peu, et qu'il avait besoin de faire des calculs pour être certain que l'offre était intéressante. Donc, ça voilà. fait beaucoup d'informations. Trop d'informations, trop d'implications nécessaires de la part de l'utilisateur, parce qu'il devait lui-même calculer, se dire, OK, au bout de 24 mois, ça change de méthodo. Donc voilà, l'idée, c'était de faciliter un petit peu la lisibilité de l'information. Je vous en parlais tout à l'heure, l'autre type de test qui peut être mené plus dans une logique un petit peu exploratoire, c'est du test vidéo, où donc, ce que je vous disais, on enregistre l'écran de l'utilisateur et on enregistre ses commentaires à haute voix en lui donnant une information, une consigne assez générique, assez générale, pour voir un petit peu comment spontanément il y parvient ou non. Donc là, c'était sur Boulanger. L'objectif, c'était, on avait juste demandé à l'utilisateur de rajouter un Galaxy S9 à son panier et de voir un petit peu voilà, quelles étaient les mécaniques et les patterns de navigation qu'il enclenchait pour y arriver et comprendre un petit peu quels étaient potentiellement les freins ou les irritants qui allaient se nicher dans le parcours. Alors, je vous montre ici. Hop. Voilà, donc vous avez vu en fait l'utilisateur était dans une optique en fait où il n'avait pas compris que l'assurance en fait était en option. En fait, quand spontanément il navigue sur l'interface, le fait, je vous le montre un peu plus précisément. Excusez-moi, juste petit problème technique. Voilà. En fait, le fait d'avoir l'assurance qui était affichée de telle manière, l'utilisateur était persuadé en fait que c'était déjà inclus de base dans le prix. Donc il nous disait, bah, ok, moi j'ai quand même 160 € là d'assurance qui sont obligatoires. J'ai pas envie de mettre 160 € d'assurance dans un produit qui en coûte 800. Et alors qu'en fait, c'était pourtant le bouton ajouter juste à côté. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est quand même, ça peut paraître clair d'un point de vue concepteur, et je trouve que ça n'est pas côté utilisateur. Donc il y a besoin en fait de changer un petit peu la disposition du X pour que l'utilisateur comprenne mieux que l'assurance est purement optionnelle. En fait. Autre exemple. Hop, que je vous partage, où c'était donc là Natixis qui se posait la question sur un parcours. Hop. Ouais. Il est trop bien cet exemple. Voilà, donc en fait là, hop, donc vous l'avez entendu, là l'utilisateur, alors en fait c'était une cible un petit peu particulière, c'était des personnes qui étaient entrepreneurs, dirigeants de PME,
et qui en fait recouraient à ce service de Natixis pour avoir des réponses assez rapides. Et là, il se trouve que en fait la petite phrase nous mettons tout en œuvre, etc. Ça a beaucoup déçu les utilisateurs, au-delà du côté un petit peu rigolo de la manière dont il l'a formulé. Ça montre quand même un décalage assez fort, assez significatif entre la vision concepteur et la vision utilisateur, où côté concepteur, c'était presque un non-sujet. C'était juste de se dire, bon voilà, il faut mettre une petite phrase pour conclure. Une frustration, ouais, c'est vraiment frustrant pour lui, parce que justement, ce qu'il attendait de cette navigation, c'était des réponses à ses questions. Et à la fin, il se retrouve avec quelque chose, voilà, on lui dit, bah, attends patiemment, tu verras bien ce qui se passe. Et surtout, sur ces profils d'entrepreneurs dirigeants de PME, bah, ce qu'ils ont en commun, c'est que c'est des gens qui, en général, ont peu de temps à perdre et qui ont besoin rapidement d'avoir des réponses à leurs questions. Donc, c'était d'autant plus déceptif sur ce type de population. Alors, un mot rapide sur quand mener les tests utilisateurs, parce que assez souvent, j'ai des clients qui me demandent voilà, à quel moment il est plus pertinent de mener les tests utilisateurs, est-ce qu'il vaut mieux que je les fasse plus tôt que tard, etc. En fait, la réponse que j'ai envie de donner est aussi dans le cadre de ce webinaire ou qui est plutôt centré sur nos héros. Voilà, enfin, voilà. Margot a un peu spoilé, mais c'est l'idée, c'est de tester le plus souvent possible et le plus tôt possible. En fait, les avis, les attentes des utilisateurs peuvent changer assez régulièrement de par, je sais pas, des évolutions, notamment des interfaces de vos concurrents. Si votre concurrent a développé telle ou telle fonctionnalité, a sorti telle ou telle offre, ça peut influer sur le comportement et les attentes des utilisateurs qui ne sont pas forcément les mêmes. L'usage évolue et les nouveaux services proposés évoluent également. Donc, exactement. Donc, c'est pour ça qu'il est important, en fait, souvent, d'aller prendre le pouls un petit peu, d'aller prendre la température pour identifier quelles sont les attentes. Et juste, le message que je veux aussi vous faire passer, c'est en fait, de faire tester le plus tôt possible dès qu'une idée germe, de pas forcément attendre la mise en prod. D'avoir un produit parfait. Ouais, enfin voilà, il faut... Aujourd'hui, on a à peu près la moitié de notre activité, c'est sur des maquettes animées, donc du InVision, du Marvel, Sketch, Protoio, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours plus simple et moins coûteux d'aller corriger en amont un irritant ou une fonctionnalité qui ne matche pas avec le besoin des utilisateurs, parce que vous n'avez pas engagé encore trop de temps, trop d'argent, trop de ressources en développement. Donc le plus tôt vous testez, donc il y a un support qui permet déjà de se projeter un petit peu sur l'interface, et le plus tôt vous allez pouvoir corriger au besoin les irritants. Puis ça permet aussi de valider des parties pris déjà assez conséquents chez vous. Complètement. Donc s'assurer qu'on part dans la bonne direction. C'est vraiment ça, c'est s'assurer qu'on part dans la bonne direction. Donc ce que j'aime bien employer, c'est les métaphores du bateau, où si vous faites une erreur de 5 degrés dans le cap, si vous en rendez compte au bout de 10 jours, forcément ça va prendre un certain temps pour revenir sur la route initiale. Si vous en rendez compte au bout de 2 heures, ça sera pas trop prenant, pas trop engageant pour revenir sur la route initiale. Voilà. Et ensuite, évidemment, quand on est déjà dans des interfaces qui sont existantes, là l'objectif c'est d'aller tester le plus souvent possible dans une démarche un peu de cercle vertueux où des KPI, une analytics vont nous donner des éclairages sur a priori les freins ou les irritants qu'il peut y avoir, où ils se nichent. On va écouter les utilisateurs et derrière on va aller mener différentes campagnes pour retrouver les correctifs qui sont les plus pertinents vis-à-vis de ces freins, de ces irritants, de ces incompréhensions. C'est un peu là-dessus que je vais te laisser le relais. En fait, mais on n'est pas obligé de passer par une refonte globale pour améliorer un point. Grâce au fait de tester en continu, complètement. Ça permet sur un environnement en production de procéder à des actes d'optimisation qui sont assez précis et qui pour autant auront un impact très significatif sur votre conversion. Et c'est en ça aussi que c'est important de procéder à la collecte d'insights. C'est que ça vous permettra de connaître rien qu'un seul frein qui est minime sur votre site actuellement et qui pour autant aura beaucoup d'impact. Exactement. Ça me paraît une bonne transition. C'est pas mal. Effectivement, je vais prendre le relais pour... en fait, maintenant qu'on a collecté l'ensemble de cette donnée, que vous avez collecté l'ensemble des insights clients et que vous avez connaissance des freins qu'ils rencontrent lorsqu'ils naviguent sur votre site, l'idée maintenant, c'est de formuler des optimisations. Et bien sûr, vous me dites, comment est-ce que je formule des hypothèses d'optimisation qui soient surtout pertinentes? Pour vous donner un cas concret, ici, je suis sur le site d'un hôtelier qui, justement, tout le monde sait en tout cas qu'il est majeur lorsque vous êtes visiteur d'un site comme celui-ci, d'avoir accès, de pouvoir se projeter sur son week-end et sur ses vacances. Il est nécessaire de pouvoir voir plus de photos pour pouvoir plonger quelque part dans cette expérience et être convaincu. Le pain point ici qui avait été identifié pour les visiteurs, c'est qu'en fait, ils ne voyaient pas que c'était cliquable et ils ne comprenaient pas qu'ils pouvaient voir davantage de photos. Ce qui fait que
ils ne cliquaient tout simplement pas et donc il n'y avait pas encore suffisamment de réservations. L'hypothèse ici que l'on a formulée, c'est le fait de savoir si, en mettant davantage en avant, je ne sais pas si vous le voyez très bien, le call to action voir sur le slider, ça permet en fait finalement de faire comprendre à vos visiteurs qu'ils peuvent voir davantage des visuels. Et on peut voir que justement, ça a eu un impact très positif puisqu'il y a eu une amélioration de 48% de clics sur la flèche. Mais également derrière, il faut croire que les visiteurs étaient tellement satisfaits de pouvoir se projeter et voir plus de photos qu'ils ont du coup réservé, puisqu'on voit une augmentation de 16% sur les réservations. Un autre exemple qui peut être assez parlant aussi, je change de secteur ici et on arrive sur le secteur bancaire. Nous sommes sur une landing page qui doit mettre en avant un simulateur de crédit pour générer du lead. L'enjeu ici, c'est donc la souscription lead. Pour autant, le pain point identifié, c'était que sur ce site, il y avait tellement d'informations en fait que les visiteurs semblaient ne pas trouver l'information principale. Ils étaient quelque part perdus et ne savaient pas vraiment ce qu'il fallait faire sur cette page. Donc, l'hypothèse que l'on a formulée ici, c'est est-ce que le fait de simplifier la page et ne montrer que les informations qui sont strictement nécessaires à la compréhension de l'offre va permettre d'augmenter l'utilisation du simulateur de prêt et finalement de générer du lead? La réponse est oui, puisque comme vous pouvez le voir, donc la version originale était celle du milieu, et là on a pu supprimer les contenus non nécessaires, les visuels de campagne promotionnelle, et ça a permis aussi du même coup de faire remonter le simulateur de prêt. Et grâce à ça, on a pu améliorer de 57% le taux de clic sur le simulateur et une amélioration de 105% sur le CTA final. Ce qui, je pense, vous serez d'accord avec moi, est pas négligeable. C'est pas mal, ouais. Ouais, mais finalement, c'est un acte qui était évident pour l'utilisateur. C'est comprendre beaucoup plus vite ce qu'il peut faire en fait sur cette landing page. Mais finalement, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est quelle méthodologie employer pour réussir à formuler ces hypothèses. On parle finalement de méthodes qui existent déjà sur l'approche UX et UI. Pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la distinction entre l'UX et l'UI. Donc, je vais simplement vous poser cette question-là. C'est anonyme, donc vous pouvez répondre sur le chat. Est-ce que vous tous, vous maîtrisez vraiment bien ou pas cette distinction UX et UI? On ne regardera pas. Donc, finalement, en fait, la différence entre l'UX et l'UI, c'est que la user experience s'intéresse finalement au rapport qu'a l'utilisateur avec votre marque au global, que ce soit via le site, mais c'est du moment où j'achète un billet et le moment où je serai sur le quai de la gare. C'est l'expérience dans son entité. Alors que la user interface ici va s'intéresser quelque part à l'ergonomie. Donc, c'est vraiment le lien entre votre utilisateur et celui qu'il a avec votre site. Donc, de façon beaucoup plus concrète, on vient s'intéresser ici à l'UX. Donc, je suis sur un site de lingerie. J'ai un produit dans mon panier. Et l'enjeu ici, c'est que l'utilisateur accède à l'étape suivante. Du coup, comment est-ce que je vais augmenter, sachant que mon KPI, c'est l'autotransaction, comment augmenter l'accès à la page suivante? Eh bien, je vais m'adapter à l'usage de mes utilisateurs. Donc, je supprime les éléments qui ne sont pas strictement nécessaires à la compréhension de la page panier pour accéder à l'étape suivante. On supprime donc le footer, les éléments de cross-sell et l'inscription à la newsletter. Et grâce à cela, ça nous permet de gagner 4 points en conversion. Donc, c'est relativement important, je pense, en tout cas comme amélioration. Donc, ici, on s'intéresse vraiment à l'usage de cette page panier. Là où, pour lui, ici, nous sommes donc sur un site d'achat et de revente de voitures d'occasion et neuves. Ici, on sait en fait que le call to action voir le détail est nécessaire. On ne peut pas le supprimer. Pour autant, on vient s'intéresser à la perception que peut avoir votre utilisateur sur ce bouton. Est-ce que le rouge ne génère pas un peu d'anxiété? Est-ce que les utilisateurs ne seraient pas davantage enclins à cliquer sur le CTA voir le détail s'il était d'une autre couleur, un peu plus attractive? Et la réponse semble être oui, en tout cas, puisque ça génère une augmentation de 574% sur le taux de clic.
Donc maintenant qu'on a pu vous expliquer en tout cas les différentes démarches, bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais on a de très nombreux modèles que l'on utilise dans l'élaboration des tests, dont on serait ravis en tout cas d'échanger avec vous. Là, on a dû un tout petit peu prioriser dans le cadre du webinaire, mais il existe beaucoup de modèles UX qui nous accompagnent en tout cas dans l'élaboration des hypothèses d'optimisation. Dans une démarche méthodologique, en fait, une fois que j'ai élaboré l'ensemble de ces hypothèses, vous allez me dire qu'il faut prioriser. Et en fait, comment prioriser? On a beaucoup d'outils, ça dépend quelque part de la taille de vos équipes, de vos attentes, de votre niveau de maturité sur le CRO, etc. Mais on a plusieurs outils, dont, par exemple, une timeline. Une timeline qui, finalement, de façon très schématique, va vous permettre de voir sur les 3 prochains mois quels sont vos chantiers que vous avez priorisés. Donc ici, comme vous pouvez le voir donc, sur la slide, on avait pu prioriser les 4 pages qui étaient clés pour générer du business. Donc, il y avait la page liste, la page panier, la home page, ainsi que la newsletter. Sur ma page liste, je vais d'abord me concentrer en priorité sur un pain point qu'on a identifié auprès de nos utilisateurs, qui est la couleur du prix, qui n'est pas suffisamment attractive et qui peut générer de l'anxiété. Une fois que j'aurai changé la couleur de mon prix et que l'hypothèse sera vérifiée et que ce chantier sera du coup terminé, je vais passer à un deuxième chantier qui sera la facilité d'utilisation des filtres. À date, les filtres, les cases à cocher sont trop petites, pas suffisamment cliquées. Donc là, je vais pouvoir utiliser et mettre en place de nouvelles hypothèses. Est-ce que le fait d'augmenter, par exemple, la taille des filtres, rendre les puces plus grandes, va permettre de générer plus de clics? En parallèle de ce chantier sur la page liste, j'ai également le chantier de ma page panier. Donc ici, j'ai identifié 2 pain points grâce à mes utilisateurs. Le premier, c'est la facilité des modes de livraison. On a un très gros pain point là-dessus. Et donc l'enjeu ici, c'est de vérifier si l'optimisation et de la mise en avant des modes de livraison, grâce à un système de puces par exemple, permet d'augmenter l'accès à la page suivante et de faciliter la compréhension. Si j'arrive à vérifier ce point-là et à l'optimiser, dans ce cas-là, je pourrais passer à mon deuxième chantier, qui sera la mise en avant de la livraison offerte. Je pense que vous le savez même mieux que nous maintenant. Cet argument-là est clé à mettre en avant. Et il y a plusieurs méthodologies. Ça peut être via la couleur, via le design, etc. En parallèle, j'ai un autre chantier également important, ça va être la validation de ma refonte, de ma homepage. J'aurai l'occasion d'en discuter juste après. Et enfin, l'inscription à la newsletter. Je pense que c'est un challenge également pour l'ensemble des personnes qui nous regardent aujourd'hui. L'inscription à la newsletter et collecter plus d'opt-in. Comment est-ce que je vais pouvoir intervenir là-dessus? La première façon, ça va être le fait d'alléger mon formulaire. Donc, une fois que j'aurai réussi à avoir un formulaire qui sera allégé et qui performe, on va pouvoir passer à une deuxième stratégie d'optimisation qui sera comment est-ce que j'optimise son format sur mobile. On le sait, les pop-ins ne performent pas forcément très bien sur mobile. Est-ce que je ne challengerai pas le format par un encart? Si cette hypothèse est vérifiée, on pourra passer à un troisième chantier qui sera son déclenchement. À date, elle s'affiche au bout d'une page vue. Je vous pose la question honnêtement, est-ce qu'un visiteur qui voit une pop-in au bout d'une page vue va nécessairement s'inscrire à la newsletter? Je ne sais pas. En revanche, est-ce qu'un utilisateur qui voit une pop-in au bout de 4 pages vues, donc ça veut peut-être dire qu'il a davantage d'intérêt vis-à-vis de votre marque, il a davantage d'engagement, il souhaite naviguer, donc on peut détecter un potentiel business plus important. Est-ce que donc cette hypothèse-là ne permettra pas de générer plus de business et plus d'inscriptions? Donc voilà globalement un exemple en tout cas de mapping et de timeline que l'on peut mettre en place pour vous aider à prioriser vos projets, qui bien sûr ensuite sera à mettre à jour. Je vous parlais par exemple de homepage et de validation de refonte. Ici, c'est le type de test que l'on peut mettre en place pour vérifier cela. Donc, c'est un test par redirection où en fait, sur un site bancaire, on avait pu constater que le simulateur de crédit n'était pas du tout suffisamment utilisé. Les visiteurs, en fait, par exemple, avaient constaté qu'il était peut-être trop bas sur la page, que le design ne générait pas suffisamment d'attractivité. Donc, tout l'enjeu ici, c'est de passer quelque part par une refonte
de rendre le blog plus expérientiel pour donner envie, tout simplement donner envie et le faire remonter davantage sur la page. Et les KPI nous montrent en tout cas que cette refonte a fonctionné, puisque ça a permis de réduire de 63% le taux de rebond, tout en augmentant le taux de clic de 14%. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en fait, ça c'est un test qui a été mis en place lors de la refonte. C'est une V2 qui a été développée donc par les mêmes équipes. Ce n'est pas un test qui est fait via AB Testy. Et ça vous permet en fait de vous assurer une certaine sécurité. On en parlait tout à l'heure. Oui, c'est assez lié. On sait que les lancements sont des très gros sujets chez vous qui prennent beaucoup de temps. Il y a beaucoup de parties pris et puis il est nécessaire de s'assurer une certaine sécurité. Donc ça vous permet en fait de valider vos parties pris avant de faire une release sur 100% de votre audience. Et si jamais ça ne marche pas, parce que je pense que tout le monde a pu expérimenter une fois un lancement qui ne se passe pas comme prévu, ça vous permet en fait d'effectuer les améliorations nécessaires pour ensuite avoir une marge de sécurité. Donc là, si je prends un tout petit peu de recul, on était sur la timeline pour vous aider un peu à prioriser l'ensemble de vos tests. Maintenant, on a d'autres méthodologies aussi qui peuvent encore une fois vous aider à prioriser. Ce sont les règles d'or. La première, c'est le fait d'avoir un seul test par KPI. Donc par KPI, j'entends le call to action ajouté au panier. Nous n'allons pas faire 2 modifications là-dessus, puisque sinon cela va biaiser les interprétations. Nous ne serons pas en mesure d'analyser pourquoi est-ce que, on va dire, la variation performe mieux ou pas. Deuxième règle d'or, les cycles business. On laisse courir un test sur au moins 2 cycles business. Par cycle business, en fait, on entend le moment où votre visiteur va arriver sur votre site et le moment où il va prendre conscience de sa décision d'achat et donc acheter. Toutefois, il y a beaucoup de clients qui ne les connaissent pas ou alors qui sont trop longs, etc. Donc, ce qu'on vous recommande de faire, c'est le laisser durer sur 2 semaines. Comme ça vous permet d'avoir 2 comportements répétés, c'est-à-dire 2 comportements week-end et 2 comportements semaine répétés. Donc, avoir quelque part un petit peu de recul sur la data. Tout ça, bien sûr, sous couvert d'avoir suffisamment de chiffres dans votre rapport. Et enfin, troisième règle, c'est on vous encourage en tout cas à ne pas avoir plus de 3 tests sur votre site pour les mêmes raisons que citées précédemment. C'est simplement que sinon, vous ne serez pas en mesure d'analyser en fait vos tests et savoir qu'est-ce qui vous a permis d'avoir plus de clics ou moins de clics. Il y a trop de changements en fait. Donc, j'en ai presque terminé en tout cas avec cette méthodologie. Pour nous, la dernière étape maintenant, c'est le fait d'analyser et prendre une décision. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? C'est le fait de définir en amont les KPI d'un test. Vous aider en fait à les définir en amont du lancement vous permet ensuite de prendre la bonne décision. Ici, on est sur un site touristique. Je suis visiteur, je vais avoir plus d'informations sur le prix de ce séjour. Et le wording ici, c'est réservé. En fait, c'est beaucoup trop engageant. Donc, le challenge ici était de changer ce wording par un wording moins engageant, voire les disponibilités. Et on peut voir que notre KPI primaire, qui était le taux de clic, il y a eu une très, très forte augmentation. Et notre KPI secondaire, sur les réservations, a également augmenté. Donc, avec un simple changement de wording, nous avons réussi à stimuler les conversions derrière. Ensuite, la deuxième règle pour réussir quelque part à bien analyser vos campagnes, c'est le fait justement d'approfondir l'investigation. L'exemple avec Photobox, donc on est ici sur un visiteur qui veut potentiellement faire son album photo. L'enjeu ici était de booster le taux d'inscription. Comment faire cela? Proposer une offre qui soit attractive avec 10 € offerts pour la première commande. Et en fait, la surprise a été que ce test était neutre lorsqu'il a été lancé. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, en fait, en analysant davantage, on s'est aperçu que ça performait énormément auprès des nouveaux visiteurs. En revanche, auprès des anciens, ça a créé comme une rupture quelque part et ils ne se sentaient pas concernés. Donc, ils quittaient le site. C'est ça aussi qui nous a permis de comprendre et de mettre en place une personnalisation, donc adresser cette offre uniquement pour les nouveaux visiteurs par la suite. Et ça, c'est grâce à une analyse vraiment approfondie du test qu'on a pu mettre en place. Enfin, maintenant, on fait quoi finalement? Ce qu'on vous recommande dans une stratégie CRO, c'est d'avoir une démarche fil rouge. Donc,
avoir des contacts réguliers finalement avec un contact day-to-day, donc soit toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pour vous aider à monter en compétence finalement sur nos outils, pour vous aider à mettre en place vos campagnes tout simplement et à analyser vos résultats. Mais en parallèle de ça, il est nécessaire de conserver cette approche stratégique. La roadmap qu'on a validée en janvier, on devra en discuter au mois de mars-avril. Pourquoi? Parce qu'il faut faire déjà un bilan des chantiers entamés. Mais en parallèle de ça, il faut aussi, on a conscience que vos projets en interne bougent. Une MEP qui devait avoir lieu en avril pourrait finalement avoir lieu en mai ou en juin. Plus tard. Voilà, plus tard. Ou avant, on ne sait-on jamais. Et ça, il faut que nous, on en ait conscience pour pouvoir être agile et s'adapter. Et c'est ça qui va nous permettre de valider ensemble vos prochains besoins et la roadmap à venir sur les 3 prochains mois. Donc, globalement, c'est grâce à ce type d'approche qu'on arrivera à conserver cette dynamique de testing, d'optimisation et d'amélioration en continu. En gardant aussi un petit peu à l'esprit ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir qu'il y avait besoin de reprendre régulièrement le pouls un petit peu auprès des utilisateurs, parce qu'il peut y avoir des attentes qui changent par rapport à l'évolution de leurs besoins, par rapport à l'évolution de ce que fait la concurrence notamment, ce qui peut influer un petit peu sur les résultats que vous aviez il y a quelques mois. Tout à fait. Donc, on en a terminé maintenant avec l'approche CRO et j'espère qu'à travers ça, nous avons réussi à vous expliquer en quoi c'était majeur et nécessaire de connaître les insights de vos utilisateurs, ce qu'ils ressentent sur votre site et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on les écoute davantage. Maintenant, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est preneurs s'il y avait des choses pas claires ou alors si vous avez besoin de plus d'informations. Alors, j'avais vu des questions tout à l'heure. Il y a déjà quelques questions. Ouais. Oui. Alors, là, je vois une question. Quand arrête-t-on un test pour avoir des résultats significatifs? En fait, donc déjà, j'ai donné les règles des 2 semaines qui marchent plus ou moins pour beaucoup de nos clients, mais qui encore dépendent de leur business model. Ce qu'on va recommander en fait en termes de chiffres, si par exemple je suis sur un test AB, A étant l'original, B étant la variation, je vais par exemple recommander d'avoir 5000 visiteurs sur chaque variation et ensuite avoir 300 conversions sur chaque action que l'on souhaite traquer. Et ça nous permettra d'avoir suffisamment de recul. Après, il y a un autre indicateur que je n'ai pas pu montrer faute de temps, mais c'est la fiabilité de votre test. C'est ça qui nous permet de savoir s'il y a suffisamment donc, de visiteurs, suffisamment de conversions. Et enfin, est-ce qu'il y a un écart significatif entre mon original et ma variation? Si votre test présente une fiabilité, ça devrait vous permettre de vous fier et donc de pouvoir prendre une décision là-dessus. Alors, je vois une autre question un petit peu plus bas où on nous demandait s'il était possible de tester Wall Features et un site concurrent. Alors oui, dans le cas d'un test utilisateur, on le fait et justement, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'objectivité. On a pas mal de clients qui se disent « Ok, ce que fait tel concurrent, c'est ce vers quoi on aimerait tendre. On trouve ça super, on aimerait bien voir, on aimerait bien aller dans cette direction. » Et justement, on leur dit c'est nécessaire d'amener aussi vos utilisateurs sur le site de ce concurrent pour voir si c'est vraiment une bonne idée, si c'est pas une fausse bonne idée de tendre vers ce qu'il fait. Donc nous, techniquement, on a juste besoin d'une URL pour tester. Donc assez régulièrement. Le contraire de notre côté. Oui, bon voilà, mais c'est côté TestApic en tout cas, il y a assez régulièrement, on va amener les utilisateurs sur des sites de concurrents. Là où effectivement, avec je pense que vous connaissez peut-être certains de nos outils, soit le session recording, par exemple, il fonctionne via la pose du tag A/B testing. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas traquer le comportement des visiteurs sur le site de vos concurrents. Donc, je pense que vous comprenez un peu là. Ça semble évident. Mais... Alors, est-ce que le fait d'avoir 2 tests en même temps ne peut pas biaiser les KPI secondaires? Peut-on se fier aux résultats de transactions sur un test fait sur une homepage? Alors, si on se base en fait sur les règles que l'on vous a communiquées tout à l'heure, donc, le problème ici, si je récapitule, est-ce qu'on peut se fier à un résultat s'il y a 2 tests en même temps? Justement, si vous avez donc un objectif sur une homepage qui est le taux de clic sur la navigation, je vous inviterai à ne pas faire 2 tests en même temps sur une même homepage qui a le même KPI. Sinon, effectivement, vous avez raison, je ne pourrai pas me fier au résultat.
je ne pourrais pas savoir si c'est en fait en fonction de tel et tel parcours ce qui a pu permettre une amélioration ou non. Alors, je regarde, hop, on nous demande comment on trouve les utilisateurs pour les tests. En fait, spontanément, on a quand même un nombre assez significatif de personnes qui s'inscrivent, de nouveaux inscrits en fait chaque mois sur le panel. Alors, pour des logiques vraiment où en fait les gens aiment bien donner leur avis, il suffit d'aller regarder sur TripAdvisor pour voir que il y a quand même une certaine appétence à donner son avis, et aussi parce que sur des interfaces que les utilisateurs utilisent potentiellement régulièrement, ils sont contents de pouvoir donner leur avis et de faire en sorte que leurs attentes soient un petit peu mieux prises en compte. Donc là-dessus, nous l'enjeu c'est régulièrement d'aller trouver des utilisateurs qui soient ce qu'on appelle frais, donc qui n'ont pas fait trop de tests, pour qu'ils puissent porter un avis assez objectif sur les interfaces. Et en moyenne, je vous l'avais mentionné tout à l'heure, mais c'est une centaine d'utilisateurs qui sont sollicités pour une campagne de test. Alors. Tu veux prendre ou je prends ? Si tu veux. On nous pose la question de savoir comment on s'assure que les utilisateurs correspondent bien aux personas du site. Alors c'est une bonne question qu'on pose souvent, où on nous demande en fait, oui mais vos 170 000 testeurs, vous ne les connaissez pas personnellement, a priori ça vous prendrait un peu de temps, donc comment je peux m'assurer que ce soit bien des personnes qui déclarent qui il ou elle déclare être. Donc là-dessus, nous on met en place tout un tas de mécaniques en fait de validation du profil, où on va régulièrement aller poser des questions aux utilisateurs pour savoir s'ils sont éligibles à des tests spécifiques, mais aussi pour valider la cohérence des informations qu'ils ont déclarées. Donc l'exemple que j'ai bien donné, c'est si quelqu'un en s'inscrivant nous dit que je sais pas, c'est un architecte bordelais de 45 ans, si 3 mois plus tard, nous on va en profiter pour lui reposer la question en lui demandant tiens, by the way, quelle est ta mutuelle? Si les personnes nous répondent qu'elle est la SMEREP, a priori c'est qu'elle n'est pas architecte bordelais de 45 ans, donc elle a menti, donc on le sort du panel. Donc l'objectif, c'est régulièrement en fait d'aller s'assurer qu'il n'y ait pas d'incohérence dans les informations que les personnes ont déclarées. Et là, je vois une autre question qui pourra nous aider à clôturer quelque part ce webinaire. En quelques mots, quelle approche pour tester la nouvelle version complète d'un site? J'aurais tendance à réfléchir donc de façon macro. Regardez d'abord votre data analytics pour comprendre les parcours, comprendre vos pain points et là où vous n'avez pas suffisamment d'accès à vos pages clés, vos pages profondes. Une fois que vous avez connaissance de l'ensemble de votre data, vraiment là, je suis à un stade très quantitatif, vous pouvez commencer à vous intéresser aux insights, c'est-à-dire par rapport à votre proposition de valeur, quels sont vos objectifs et mapper vos objectifs. Par rapport à ça, on associe donc les parcours voulus et finalement, l'enjeu serait de réussir à analyser, que ce soit via Testapic ou AB Testy, analyser quels sont les parcours et quelles sont les difficultés rencontrées sur ces parcours-là. Comme ça vous donne des bases solides pour commencer à lister en fait l'ensemble des difficultés rencontrées. Et en face de ça, vous pouvez aussi associer, par exemple, les nouveaux services que vous souhaitez intégrer dans le cadre de votre nouveau site. Et une fois que vous aurez l'ensemble de ces éléments, ça vous permettra quelque part de prioriser et de lister les besoins. J'imagine qu'à face à ça, vous avez un cahier des charges. Donc, vous pourrez confronter besoin versus cahier des charges, ce que vous pouvez faire. Et l'enjeu est effectivement d'avoir j'appellerais ça un MVP finalement. Donc, un site qui coche déjà donc, le minimum viable product, le site qui coche déjà les cases, qui répond à votre proposition de valeur et vous permet de délivrer de la valeur à vos visiteurs. Ensuite, il faut toujours garder en tête, et c'est vraiment ce qu'on a essayé de vous communiquer à travers ça. Maintenant, nous ne réfléchissons plus en refonte constante, mais en optimisation aussi constante. Donc, une fois que vous allez lancer en fait votre nouveau site, nous, on peut déjà travailler sur un site qui va sortir très prochainement en faisant des hypothèses d'optimisation. Et il faut l'avoir en tête aussi. Ouais, même en amont aussi, sur des maquettes, je pense que tu penses notamment aux tests de redirection. Il y a aussi le côté, en amont, on peut, dès qu'une idée en fait germe, aller la maqueter sur un InVision, sur un Marvel, etc. Et du coup, déjà être capable d'aller récupérer du feedback, même sur des interfaces qui sont pas finies.
Juste peut-être une question qu'on nous a posée plusieurs fois, savoir si on avait des panels de testeurs B2B. Alors en fait, là, ça dépend un petit peu de ce qu'on appelle B2B et de niveau d'incidence que ça a sur la population française. En fait, notre panel est représentatif de la population française. Donc si vous, B2B pour vous, c'est, je sais pas, vous êtes Manpower et vous avez besoin de faire des tests sur une population de RH, il y a quand même un nombre assez significatif de RH en France, donc on peut faire des tests sur ce type de population. Si en revanche vous avez besoin, je sais pas, uniquement d'avoir une cible de pharmaciens dans le Lot-et-Garonne, mécaniquement ça va être compliqué de trouver suffisamment de personnes pour y répondre. Donc là le mieux c'est de filtrer un petit peu par rapport au type de job, au type d'intitulé de métier, et voir si on a suffisamment de personnes pour avoir des résultats représentatifs. Je pense qu'on a presque dépassé en plus le temps prévu pour ce webinaire. Donc, je vais tous vous remercier en fait d'avoir assisté à cette présentation. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des billes en tout cas pour la suite dans le cadre de vos campagnes d'optimisation et d'analyse de site. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un prochain webinaire que l'on va organiser. Stay tuned en tout cas, puisque vous recevrez une communication en tout cas, j'espère prochainement. Donc, on vous remercie en tout cas. Ouais. Et la présentation sera envoyée. Enfin, je me permets de te couper parce qu'on a eu pas mal de questions pour savoir si la presse sera envoyée derrière. Oui, ça sera le cas. Donc, pas d'inquiétude. Donc, merci beaucoup et puis à très bientôt en tout cas. Merci à tous.